Une SDF supplie un millionnaire d'adopter ses 2 filles jumelles. Des années plus tard, il découvre un secret qui le paralyse. Le froid de l'hiver parisien mordait la peau comme des lames invisibles. C'était une de ces journées où les trottoirs gelaient sous les pas des passants pressés et où le souffle devenait visible, lourd, presque douloureux. Devant la gare du Nord, des silhouettes errantes se mêlaient au va-et-vient incessant des voyageurs. C'est là, parmi cette foule frénétique, qu'Émile Duval s'arrêta, interpellé par une scène incongrue. Lui, l'homme d'affaires, respecté et fondateur d'une des plus grandes entreprises technologiques d'Europe, n'avait aucune raison de ralentir sa marche. Et pourtant, ce jour-là, ses pas s'arrêtèrent. Adossée à un mur, une femme en guenilles tremblait sous un manteau trop mince pour cette saison. Son visage était creusé, marqué par la faim et la fatigue. Dans ses bras, 2 petites filles, emmitouflées dans des couvertures usées, dormaient ou faisaient semblant. Elles semblaient identiques, 2 petits visages pâles sous des mèches de cheveux noirs. La femme leva les yeux vers Émile, les siens rouges, cernés, brillant d'une détresse muette. Elle ne tendit pas la main pour mendier. Elle ne demanda pas d'argent. Sa voix, rauque d'émotion et de froid, s'éleva presque en un souffle. « S'il vous plaît, emportez-les. Offrez-leur une vie que je ne peux plus. » Émile resta figé, incapable de répondre. Le temps sembla suspendu. Les voitures continuaient de passer, les gens de courir, mais lui ne voyait plus que ses 2 enfants et cette mère désespérée. Son cerveau logique, celui qui lui avait permis de bâtir un empire, cherchait une raison de s'éloigner, de ne pas s'impliquer. Mais il y avait dans les yeux des fillettes, même endormies, une intensité qu'il ne comprenait pas et qui le bouleversait. Une promesse silencieuse ou un appel à l'aide. « Vous n'avez pas de famille ?» demanda-t-il, presque malgré lui. La femme secoua la tête, elle ne donna pas de nom, ne raconta pas son histoire. Tout ce qu'elle dit fut « Elles ne survivront pas si vous partez ». Émile sentit un nœud se former dans sa gorge. Il n'était pas père, il n'avait jamais voulu d'enfant. Sa vie n'était que chiffres, décisions stratégiques, dîner avec des investisseurs. Pourtant, il se vit poser son manteau sur les épaules des enfants, appeler son chauffeur et dire des mots qu'il ne se serait jamais cru capable de prononcer. « Emmenez-les chez moi ». La femme pleura sans bruit. Elle embrassa chaque front avec une tendresse infinie, puis recula lentement, comme s'effaçant dans la foule. Émile voulut demander son nom, mais elle était déjà partie. Ne restait que les 2 enfants dans ses bras, leurs regards encore clos, et une lourde promesse qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire ce matin-là. De retour dans sa voiture, les fillettes contre lui, il tenta de se convaincre qu'il prendrait soin d'elles jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Une adoption temporaire, une famille d'accueil. Mais au fond, il savait déjà que rien ne serait jamais temporaire. Il regarda leurs visages si semblables, si calmes malgré le chaos, et se demanda quel destin l'avait placé sur ce trottoir, à cet instant précis. Peut-être que certaines décisions ne naissent pas de la logique, mais d'un battement de cœur inattendu. Ce soir-là, dans la chaleur rassurante de sa demeure à Neuilly-sur-Seine, il déposa les 2 petites dans une chambre d'amis, fit venir un médecin, appela un avocat. Le monde extérieur, avec ses règles et sa froideur, pouvait attendre. Pour la première fois depuis des années, Émile Duval ne pensait pas à ses actions en bourse, mais à 2 battements de cœur endormis dans la pièce voisine. Une promesse avait été faite, et même s'il n'en connaissait pas encore le poids, il pressentait déjà qu'elle changerait sa vie. En silence, il resta assis devant leur porte toute la nuit. Les jours qui suivirent leur arrivée furent enveloppés d'un calme pesant. Clara et Céleste, ainsi que les avait nommées leur mère avant de disparaître, semblaient flotter dans la demeure d'Émile comme des ombres silencieuses. Tout avait été mis à leur disposition, une chambre, lumineuse décorée avec soin, des vêtements chauds, des jouets, des livres. Mais rien ne semblait les atteindre. Elles acceptaient sans jamais demander, obéissaient sans jamais parler. Émile, malgré tous ses efforts, se heurta à un mur invisible. Il engagea une gouvernante douce et patiente, une psychologue spécialisée dans les traumatismes de l'enfance, tenta même de passer plus de temps à la maison. Pourtant, il avait l'impression de vivre aux côtés de 2 fantômes. Les fillettes mangeaient en silence, jouaient côte à côte sans joie apparente, et regardèrent le monde avec une gravité déroutante. Elles n'évoquaient jamais leur mère, ni la rue, ni leur passé. C'était comme si leur vie avait commencé dans le salon d'Émile,
ce jour d'hiver glacial. Ce mutisme inhabituel intrigua rapidement leur entourage. La psychologue, après plusieurs séances infructueuses, déclara qu'il ne s'agissait pas d'un simple choc. Les filles, disait-elle, avaient appris à se taire pour survivre. Leur silence était un langage, une protection. Elle recommanda la patience, l'écoute et la stabilité. Émile, déterminé à honorer la promesse tacite qu'il avait faite, les adopta officiellement 6 mois plus tard. Ce fut une cérémonie sobre, presque administrative, mais pour lui, cela représentait un engagement définitif. Il n'était plus seulement leur bienfaiteur. Il devenait leur père, ou du moins, une figure qui aspirait à l'être. Clara et Céleste grandirent dans le confort de Neuilly-sur-Seine, entre les murs feutrés de la villa du Val. Leur éducation fut exemplaire. Elles apprenaient vite, lisaient beaucoup, ne faisaient jamais d'histoire. Et pourtant, il y avait toujours ce silence entre elles et le monde. Une distance imperceptible mais constante. Clara, l'aînée de quelques minutes, semblait plus indépendante, parfois presque autoritaire avec sa sœur. Céleste, elle, était plus réservée, souvent absorbée dans ses pensées. Mais ce qui troubla le plus Émile fut ce regard particulier que Céleste posait sur lui. Un regard trop lucide, trop adulte, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Il tenta de les rapprocher de lui, de créer des souvenirs communs. Il les emmenait en vacances, leur offrait des expériences, des moments de partage. Mais même dans les plus belles destinations, même dans les instants de rire fugitifs, une ombre restait suspendue au-dessus d'elles. C'était comme si elles attendaient quelque chose, ou redoutaient qu'un jour tout cela disparaisse aussi brusquement qu'il était apparu. Un soir, alors qu'ils croyaient les deux endormis, Émile surprit une conversation à voix basse près de leur chambre. Les mots étaient trop discrets pour être saisis, mais il perçut un ton de reproche dans la voix de Clara et une réponse étouffée de Céleste. Puis le silence, encore une fois. Ce silence qui semblait hurler tout ce que les mots ne disaient pas. Émile se retira sans bruit, troublé. Il savait que quelque chose clochait, pas une simple gêne ou un mal-être passager, mais une faille plus profonde. Il avait l'impression que sa maison, aussi grande et sûre soit-elle, n'était pas un refuge pour elle, mais un décor provisoire, et que derrière leurs regards impénétrables se cachaient des vérités qu'ils n'étaient pas encore prêts à entendre. Avec le temps, ce malaise devint une présence constante. Chaque sourire semblait forcé, chaque réussite scolaire vidée de sens. Émile comprit alors que l'amour, même sincère, ne suffisait pas toujours à effacer les blessures anciennes. Il restait impuissant face à ce lien mystérieux et trouble qui unissait les sœurs, et à ce secret qui, il en était sûr, pesait dans le silence obstiné de Céleste. Les années passaient, et la maison du Val s'ancrait dans une routine presque confortable. Clara et Céleste, devenues adolescentes, continuèrent d'afficher cette complicité discrète, ponctuée de silences denses et d'échanges codés. Émile, bien que toujours affecté par cette distance impénétrable, s'était résigné. Il leur donnait tout ce qu'un père pouvait offrir, sécurité, éducation, présence. Mais certaines choses, il le savait désormais, ne s'achètent ni ne se forcent. Un matin d'automne, alors que la rosée persistait encore sur les vitres du salon, Émile décida d'entamer une rénovation de son bureau. Ce lieu, refuge personnel encombré de souvenirs et d'objets accumulés, n'avait pas changé depuis des années. Il supervisa lui-même le déplacement des meubles et des dossiers. Parmi les caisses remisées dans un coin sombre, il découvrit une boîte ancienne, recouverte d'une fine couche de poussière. Elle portait une étiquette effacée, sur laquelle il distinguait à peine son propre nom. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, des effets personnels que la mère des filles avait laissés ce fameux soir d'hiver. Une écharpe élimée, un petit carnet de notes, quelques photos délavées, et une enveloppe jaunie, scellée, marquée d'une écriture tremblante. À la lumière du jour, il reconnut immédiatement la main de la femme. Sur l'enveloppe, 3 mots. Pour Émile Duval. Son cœur se serra. Cela faisait plus de 10 ans. Pourquoi ne l'avait-il jamais vu? Il s'assit, la lettre à la main. L'enveloppe semblait fragile, comme si le papier pouvait se désagréger à tout instant. Il la tourna entre ses doigts, incertain. Devait-il l'ouvrir maintenant? Qui découvrirait-il? Une demande? Un aveu? Une vérité qu'il avait inconsciemment évitée? Mais au lieu de briser le sceau, il la reposa dans la boîte. Il ne savait même pas pourquoi. Peut-être par peur, ou par respect, ou parce qu'une part de lui refusait encore d'affronter ce que cette lettre pouvait contenir.
Il referma la boîte, la glissa dans un tiroir de son bureau fraîchement rénové et verrouilla la serrure. Cependant, à partir de ce jour, la lettre devint une présence constante dans son esprit. Elle l'accompagnait comme une ombre, hantait ses insomnies, s'immisçait dans ses pensées les plus banales. Il la voyait presque lorsqu'il croisait le regard de Céleste ou lorsqu'il entendait le rire étouffé de Clara. Elle semblait murmurer dans le silence de la maison, rappelant à Émile que tout n'avait pas encore été dit. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Émile crut surprendre Céleste près de son bureau. Elle s'éloigna rapidement, feignant de chercher un livre. Son regard, cependant, trahissait autre chose. Une tension, une curiosité ou un secret. Il pensa à la lettre. L'avait-elle vue? En connaissait-elle le contenu? Depuis combien de temps? Émile, troublé, décida de ne rien dire. Il observa, attentif aux gestes, au silence, aux détails. Mais les jours suivants furent calmes, trop calmes. Il commença à se demander si cette enveloppe, si insignifiante en apparence, n'était pas la clé de tout ce qu'il ne comprenait pas. Une pièce manquante, un fil qu'il n'avait jamais osé tirer. Et pourtant, il ne l'ouvrit pas encore. Clara avait toujours été la plus intrépide des deux. Dès leur plus jeune âge, elle montrait des signes d'indépendance farouche, une énergie contenue qui la faisait parfois se heurter aux règles de la maison Duval. Céleste, plus effacée, la suivait toujours d'un pas derrière, comme si leur lien indissoluble l'obligeait à ne jamais la laisser seule, même dans l'ombre. Mais cette nuit-là, pour la première fois, Clara partit seule. C'était un jeudi soir d'octobre, et tout semblait normal dans la maison. Émile, comme souvent, travaillait dans son bureau. Céleste lisait dans sa chambre, plongée dans un roman qu'elle ne finirait jamais, et Clara avait attendu que les lumières s'éteignent, que la villa tombe dans le silence profond de la nuit. Elle avait soigneusement ouvert une fenêtre du rez-de-chaussée, s'était glissée dehors sans un bruit et avait disparu dans la nuit parisienne. Émile ne s'en rendit compte que le lendemain matin. La gouvernante, en allant réveiller les filles pour le petit déjeuner, avait trouvé le lit de Clara vide, les draps encore froids. Il ne fallut que quelques secondes pour que la panique gagne le cœur d'Émile. Les appels à la police, les contacts de ses associés, les caméras de surveillance du quartier, tout fut activé comme une machine de guerre. Mais Clara restait introuvable. Céleste, quant à elle, semblait étrangement calme. Assise à la table de la cuisine, elle observait la scène avec une gravité qui déconcertait. Émile tenta de la questionner, mais elle se contenta de hausser les épaules, les yeux fixés sur une tasse de thé intacte. « Elle reviendra, dit-elle, et rien d'autre. » Ce ne fut qu'au petit matin du jour suivant que Clara réapparut vêtue des mêmes habits, les cheveux épars, le regard fuyant. Elle entra dans la maison sans un mot, contourna les questions de la gouvernante, ignora les bras ouverts de Céleste et monta dans sa chambre en silence. Émile, en la voyant, sentit à la fois un soulagement immense et une colère sourde. Mais ce fut la tristesse qui l'emporta. Elle n'avait que 16 ans. Où avait-elle passé la nuit? Que fuyait-elle? Il attendit l'après-midi pour l'approcher, espérant qu'elle aurait retrouvé un semblant de calme. Il frappa doucement à la porte, entra sans réponse. Clara était assise sur le bord de son lit, les yeux perdus dans le vide. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas. Quand Émile s'approcha, elle tourna simplement la tête, comme pour lui dire qu'elle ne lui en voulait pas, mais qu'il ne comprendrait pas. « Tu veux parler ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Il resta avec elle un moment, en silence, puis sortit, le cœur alourdi d'un pressentiment qu'il ne savait nommer. Ce soir-là, dans le couloir, il croisa Céleste. Elle s'arrêta devant lui, le regard planté dans le sien, et dit d'une voix presque inaudible « Elle a vu quelque chose. » Émile sentit un frisson courir le long de son dos. « Qu'est-ce qu'elle a vu ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Mais Céleste détourna les yeux. « Ce n'est pas à moi de le dire. » Cette phrase, dite sans colère ni émotion, s'enracina profondément en lui. Que pouvait bien cacher Clara? Et pourquoi Céleste, toujours si effacée, parlait-elle avec autant d'assurance à cet instant précis? Il se rendit compte que, malgré toutes ces années sous le même toit, il ignorait encore l'essentiel de ce qui se tramait entre elles. Clara ne parla pas davantage les jours suivants. Elle reprit ses habitudes, comme si de rien n'était, mais avec une froideur nouvelle. Le lien qu'elle avait avec Céleste semblait tendu, fragilisé. Il y avait entre elles des silences plus denses, des regards évités,
une distance insidieuse. Émile, lui, se sentait impuissant. La lettre de la mère, toujours enfermée dans le tiroir de son bureau, lui revenait en mémoire comme un reproche. Peut-être y trouvait-on les réponses qu'il cherchait, peut-être pas. Mais à mesure que les mystères s'accumulaient, une certitude grandissait en lui. Cette famille qu'il avait cru reconstruire sur des bases solides était fondée sur un secret, et il sentait que la première fissure venait de s'ouvrir. Les jours succédèrent aux jours, mais quelque chose s'était définitivement brisé dans l'équilibre fragile de la maison Duval. Clara, bien qu'elle fît tout pour paraître égale à elle-même, ne parvenait plus à dissimuler entièrement la tension qui la rongeait. Céleste, de son côté, s'isolait de plus en plus, et Émile sentait entre elles une fracture que les mots ne pouvaient réparer. C'est alors que commencèrent les rêves. Au début, Émile crut à une simple conséquence du stress, des images floues, des voix indistinctes, des sensations d'oppression. Mais bientôt, les rêves prirent une tournure plus précise. La mère des filles y apparaissait, toujours dans la rue, toujours vêtue de ce même manteau élimé, toujours les bras vides, ses mains tremblantes tendues vers lui. Elle ne parlait pas, mais ses lèvres bougeaient, formant les mêmes mots encore et encore. Il ne pouvait pas les entendre, mais il les reconnaissait. Lisse la lettre. Chaque nuit, la scène se répétait. Parfois, elle tenait l'enveloppe. Dans ses mains, la lui tendait avec une urgence désespérée. D'autres fois, elle fixait un point derrière lui, le visage tordu d'angoisse. Émile se réveillait en sueur, le souffle court, le cœur battant comme un tambour. Et chaque matin, il allait vérifier le tiroir où il avait rangé la lettre. Elle était toujours là, intacte, à sa place, jusqu'au jour où elle ne le fut plus. Ce fut un samedi matin. Il avait passé une nuit particulièrement agitée, hanté par un rêve où la mère, cette fois, semblait crier sans son, les bras griffant l'air comme pour écarter un danger. Quand Émile se leva, encore sous le choc, il alla immédiatement au bureau. Le tiroir était ouvert, la boîte vide, l'enveloppe disparue. Il fouilla la pièce de fond en comble, questionna la gouvernante, vérifia les caméras de surveillance. Aucune trace d'effraction, aucun indice. Il interrogea les fils avec douceur puis avec fermeté. Clara haussa les épaules avec une indifférence glaciale. Céleste ne répondit pas, mais baissa les yeux d'un air coupable. Il n'insista pas. Ce silence était plus lourd que n'importe quel mensonge. Les jours suivants, les rêves cessèrent brusquement. Plus de vision, plus de voix, plus d'enveloppe, juste un vide inquiétant. Et un sentiment de culpabilité tenace. Émile se rendit compte alors de l'ampleur de son erreur. Il avait eu entre les mains un fragment de vérité, un morceau de l'histoire que seule la mère pouvait lui offrir. Il l'avait ignoré, reporté, jusqu'à ce qu'il lui échappe. Il ne savait plus si c'était un avertissement ou une seconde chance, mais il comprenait enfin que le silence des filles, leur comportement étrange, cette fracture invisible qui menaçait de faire éclater leur fragile foyer, tout cela avait peut-être commencé bien avant lui, mais il en portait désormais la responsabilité. Une nuit, il descendit seul dans le salon, incapable de dormir. Il s'assit dans l'obscurité, repensant à cette nuit glaciale devant la gare du Nord, à la voix brisée de cette femme, à la promesse qu'il avait faite sans comprendre son poids. Et il se demanda, pour la première fois, s'il avait vraiment été choisi ou piégé. Le mois de novembre s'installa avec ses pluies persistantes et ses matins gris, donnant à la villa Duval une atmosphère de huis clos. Émile vivait dans une tension constante, oscillant entre les regards méfiants de Clara, le mutisme profond de Céleste et le vide laissé par la disparition de la lettre. Rien ne semblait pouvoir percer le silence installé entre eux depuis la fuite, ni même la routine du quotidien, qui devenait chaque jour plus mécanique, plus vide de sens. Puis, un après-midi, le passé frappa à la porte. Émile travaillait dans son bureau quand la gouvernante annonça d'un ton hésitant la présence d'un homme au portail. Il ne donnait pas son nom, ne souhaitait pas entrer, mais disait avoir un message important. Intrigué, Émile se rendit lui-même à l'entrée. L'homme attendait, debout sous la pluie fine, les mains jointes derrière le dos. Il portait un long manteau noir, un chapeau ancien qui lui couvrait partiellement le visage. Ses traits étaient marqués par les années, mais une lueur vive animait ses yeux. Lorsqu'Émile s'approcha, il ôta son chapeau, révélant un visage étrangement familier, sans que le souvenir ne se précise immédiatement. « Monsieur Duval,
dit-il d'un ton calme, presque solennel. « Je ne suis pas ici pour troubler votre paix, mais parce que le passé que vous pensez avoir oublié vient de se réveiller. » Émile resta silencieux, les sourcils froncés. Je connaissais la mère des filles. Il y eut un frisson dans l'air, comme si la brume elle-même retenait son souffle. « Qui êtes-vous » demanda Émile. Mais l'homme esquissa un sourire fatigué et répondit seulement « Vous n'auriez jamais dû les séparer. » Émile sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ouvrit la bouche pour protester, pour répliquer qu'il n'avait jamais séparé Clara et Céleste, qu'elles avaient toujours été ensemble, inséparables. Mais l'homme avait déjà remis son chapeau et tourné les talons. Il disparut derrière les grilles avant qu'Émile ne puisse dire un mot en plus. Il resta planté là longtemps, sous la pluie fine, le cœur battant à toute allure. Que signifiait cette phrase? Était-ce une menace, une erreur ou un avertissement? Et surtout, qui était cet homme? Pourquoi son visage éveillait-il une réminiscence floue, une impression de déjà-vu? De retour à l'intérieur, Émile alla droit vers son bureau et se replongea dans les documents laissés par la mère. Il relut les rares notes du carnet, fouilla les photos anciennes, cherchant un indice, un nom. Il repensa à la lettre disparue, au rêve, au regard de Céleste, à la fuite de Clara. Et soudain, une pensée surgit, brutale, inattendue, et s'il avait, sans le savoir, commis une erreur fondamentale dès le départ. Il convoqua les filles au salon ce soir-là. Clara s'installa à une distance stratégique, jambes croisées, bras croisés. Céleste s'assit droite, immobile. « Savez-vous qui est venu aujourd'hui » demanda-t-il. Les deux secouèrent la tête, mais Émile ne manqua pas de remarquer la légère crispation sur le visage de Céleste. « Il m'a dit que je n'aurais jamais dû vous séparer. » Un silence absolu s'installa. Clara fronça les sourcils. Céleste baissa les yeux. Émile attendit. Mais aucune ne parla. Ce fut dans le silence de cette soirée, au milieu de cette pièce trop grande, qu'il comprit que la vérité ne lui viendrait pas facilement, qu'il devrait la chercher, la mériter, peut-être même l'arracher, et que le passé, qu'il croyait enfoui avec la disparition de la lettre, venait tout juste de commencer à frapper à la porte. Les jours suivants furent chargés d'une tension à peine contenue. Émile, désormais hanté par les paroles énigmatiques du visiteur, ne pouvait plus détourner le regard de ce qui, depuis si longtemps, lui échappait. La dynamique entre Clara et Céleste était devenue plus opaque encore. Il avait l'impression de vivre au sein d'un théâtre où chacun jouait un rôle codé, sauf lui. Un soir, alors qu'il consultait quelques dossiers dans la bibliothèque, Céleste apparut dans l'embrasure de la porte. Elle restait rarement seule avec lui. Cette fois, elle entra, ferma la porte derrière elle et resta debout, les bras le long du corps. Émile sentit immédiatement que quelque chose avait changé. « J'ai quelque chose à vous dire » murmura-t-elle. Il posa ses papiers, se redressa et l'invita à s'asseoir. Mais elle resta debout. « Clara n'est pas ma sœur. » La phrase nette tomba comme un couperet. Émile crut d'abord ne pas avoir compris. « Et comment ça ? Nous ne sommes pas nés de la même mère, pas du même sang. Elle était déjà là quand moi je suis arrivé. » Émile se leva lentement. Il sentait le sol bouger sous ses pieds, sa respiration ralentir. « Mais votre mère, ce n'était pas ma mère non plus, pas vraiment. » Elle marqua une pause. Elle nous appelait ses filles, oui. Elle nous a élevés comme ses filles, mais elle nous a trouvés, séparément, à des moments différents. Émile s'assit à nouveau, le cœur lourd. Pourquoi ne l'avoir jamais dit? Céleste détourna les yeux. Parce qu'elle avait peur. Elle disait que si on savait, tout s'effondrerait. Qu'il fallait protéger Clara, surtout. Toujours. Le prénom résonna dans la pièce avec une intensité nouvelle. Et pourquoi Clara? Je ne sais pas tout, mais je crois qu'elle avait une histoire plus grave, quelque chose que même notre mère ne disait pas. Il y avait un homme que la mère craignait, qu'elle fuyait. Émile sentit un frisson le parcourir. Le souvenir du visiteur mystérieux revint avec une clarté glaçante. Vous savez son nom? Céleste hocha lentement la tête. Elle parlait parfois d'un certain Lucien Marchand. Ce nom, il n'était pas inconnu à Émile. Il le connaissait. Il le connaissait même très bien. Lucien Marchand avait été un ingénieur brillant, un collaborateur de ses premières années, un esprit vif mais instable. Il avait été licencié pour faute grave, impliqué dans des affaires de harcèlement, de manipulation, peut-être plus.
Émile l'avait rayé de ses contacts, tenté d'oublier son existence. Mais il revenait maintenant comme un écho du passé. « Clara savait-elle » demanda-t-il à voix basse. Céleste hésita, puis répondit « Elle savait qu'elle n'était pas ma sœur, mais pas le reste. Elle n'a jamais su qui elle était vraiment. Elle pensait juste qu'on devait rester ensemble, parce que sans ça, il n'y avait rien. » La lumière de la bibliothèque semblait vaciller. Émile se leva, fit quelques pas. Chaque mot de Céleste dénouait un fil d'un tissu qu'il croyait intact. Sa promesse faite dans le froid de la gare prenait une dimension nouvelle, bien plus lourde, bien plus complexe. Il se tourna vers la jeune fille. « Pourquoi me le dire maintenant ?» Elle le fixa longuement. « Parce que vous avez toujours été honnête avec nous, et parce que Clara se perd. Elle cherche quelque chose qu'elle ne peut pas trouver seule. » Émile hocha lentement la tête. Il sentait que le moment était venu, qu'il devait enfin regarder son passé en face, et peut-être découvrir dans ce tissu de mensonges et de secrets qu'une partie de lui-même y était tissée bien plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le nom de Lucien Marchand résonnait encore dans l'esprit d'Émile bien après le départ de Céleste. Il avait cru avoir enterré ce chapitre de sa vie professionnelle, mais le passé, comme souvent, ne meurt jamais vraiment. Il remonte à la surface au moment où l'on s'y attend le moins, portant avec lui ses relents de honte, de peur et de vérités enfouies. Ce soir-là, Émile retourna dans la bibliothèque. Il se mit à fouiller les étagères, cherchant sans savoir quoi exactement. Des archives personnelles, d'anciens dossiers. Il voulait comprendre comment les pièces du puzzle se connectaient. C'est alors qu'il découvrit à l'arrière d'un rayon un petit carnet de cuir usé, glissé derrière une rangée de livres oubliés. Il le reconnut aussitôt. C'était l'un des objets récupérés avec les effets de la mère des fils, rangés là sans intention particulière des années auparavant. Le carnet, autrefois vierge de toute importance, lui apparut soudain comme un coffre au secret. Il s'assit à son bureau et l'ouvrit avec précaution. Les premières pages étaient remplies d'une écriture nerveuse, parfois illisible. Des notes décousues, des pensées jetées à la hâte, des fragments de phrases, ne pas oublier, le train de minuit, Lucien regarde Clara, et puis un jour noté en rouge, sans explication, hiver 2012. Mais ce qui attira vraiment l'attention d'Émile, ce furent les pages arrachées. Il y en avait beaucoup, trop. On sentait qu'elles avaient été enlevées avec rage ou avec peur, laissant des bords irréguliers et une sensation de vide. Pourtant, l'une des dernières pages encore en place portait une inscription nette, répétée plusieurs fois. Lucien Marchand, souligné en traits insistants, presque violents. Émile se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Le lien devenait impossible à nier. Lucien n'était pas qu'un spectre de son passé professionnel. Il faisait partie intégrante de cette histoire. Et si la mère des filles le redoutait, à ce point, si elle avait pris soin de le nommer ainsi dans ses écrits, c'est qu'il avait représenté une menace réelle, peut-être même une source de souffrance irréparable. Il passa la nuit à relire le carnet, essayant de reconstituer les pages manquantes, de comprendre les indices laissés entre les lignes. Des mentions de Clara qui pleure en silence, le regard qu'il a sur elle, fuir avant qu'il ne comprenne. Chaque mot devenait plus lourd que le précédent. Une intuition terrible commença à naître en lui, une idée qu'il n'osait formuler. Et s'il y avait un lien biologique entre lui et Clara? La pensée le terrifia. Il fouilla dans ses souvenirs. Lucien avait travaillé avec lui à l'époque, avait connu ses habitudes, ses voyages, son entourage. Ils avaient même partagé des projets confidentiels, des déplacements à l'étranger. Était-il possible que la mère de Clara ait été mêlée à ces cercles, qu'elle ait croisé Lucien et indirectement Émile lui-même? Il n'en avait aucun souvenir clair, mais l'absence de preuves ne suffisait plus. Le lendemain matin, Émile convoqua discrètement un laboratoire spécialisé. Il rassembla des objets personnels de Clara, des échantillons de cheveux, une vieille brosse à dents, puis envoya le tout pour une analyse génétique, avec un prélèvement de son propre ADN. Il demanda une discrétion absolue. Le doute devenait trop lourd à porter, il devait savoir. En attendant les résultats, il garda le secret. Il observa Clara avec une intensité nouvelle, décelant dans ses traits des indices qu'il n'avait jamais cherchés. La courbe du nez, l'ovale du visage, la manière qu'elle avait de froncer les sourcils. Était-ce une ressemblance ou le fruit de son imagination fiévreuse? Le carnet, lui, était toujours sur son bureau,
ouvert à cette page unique où un nom revenait encore et encore. Lucien Marchand. Il savait désormais que la vérité approchait, et qu'elle serait peut-être plus personnelle, plus intime, que tout ce qu'il avait imaginé jusqu'ici. L'attente des résultats d'analyse plongea Émile dans un état de tension quasi permanent. Il tentait de conserver une apparence calme, de poursuivre ses activités quotidiennes, mais chaque moment seul devenait une spirale de pensées ininterrompues. La possibilité que Clara soit sa fille biologique, fruit d'un passé obscur, n'était plus une simple hypothèse. Elle s'était muée en un soupçon obsédant. Il se plongea dans ses archives professionnelles, déterminé à retrouver des traces concrètes du lien avec Lucien Marchand. Il fouilla les anciens fichiers de son entreprise, remontant jusqu'au premier projet des débuts. Il découvrit que Lucien avait travaillé dans une unité de recherche entre 2010 et 2012, un département sensible, impliqué dans plusieurs déplacements à l'étranger, notamment en Europe de l'Est. Ce fut là, dans un vieux rapport de mission, qu'il découvrit ce qu'il redoutait, le nom de la mère de Clara, inscrit parmi les collaborateurs externes. Elle avait été traductrice pour un projet technologique financé par une branche européenne de la Société d'Émile. Son nom apparaissait, en toutes lettres, dans un rapport de Bucarest. Elle avait travaillé sous la supervision directe de Lucien Marchand. Le choc fut immédiat. Elle l'avait donc connu professionnellement, travaillé dans un cercle très proche de celui d'Émile. Lucien avait eu autorité sur elle, et si Clara était née après cette période, la question de la paternité n'était plus simplement spéculative. Elle devenait une probabilité. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, trop bien. Le départ précipité de la femme, la peur constante, le refus de parler de son passé, les regards de Céleste, la méfiance de Clara, et ce besoin viscéral de les maintenir ensemble à tout prix, comme si, malgré leurs origines différentes, leur mère avait compris que seule cette unité pouvait les préserver de l'effondrement. Émile fit appel à un ancien collègue, un homme de confiance qui avait connu Lucien de près. Ils se retrouvèrent dans un café discret de la rive gauche. Après quelques politesses, Émile aborda le sujet sans détour. « Tu te souviens de Lucien Marchand ?» Le regard de son interlocuteur se fit plus dur. Comment oublier? Émile déposa les documents qu'il avait retrouvés. Il y avait une femme, une collaboratrice. Tu sais s'ils avaient une relation? L'homme parcourut les pages, lentement, puis il releva les yeux. Tout le monde savait qu'il l'intimidait. Il avait un pouvoir étrange sur elle. Il disait qu'elle était brillante, mais il la rabaissait tout le temps. Certains disaient qu'il était jaloux, d'autres pensaient qu'il en était obsédé. Elle a disparu du jour au lendemain. Personne ne l'a revue. « Et tu savais qu'elle avait une fille ?» demanda Émile. L'homme secoua la tête. « Non. » Émile se leva, remercia brièvement et partit. Il n'avait plus besoin d'entendre davantage. Ce qu'il avait redouté s'imposait à lui comme une évidence. Si la mère de Clara avait fui, ce n'était pas seulement à cause de la pauvreté ou du désespoir. C'était une fuite stratégique, une tentative de protéger sa fille d'un homme dangereux, et peut-être aussi de son père. De retour chez lui, Émile décida d'ouvrir la boîte dans laquelle il conservait les objets les plus anciens laissés par la mère. Parmi eux, une photo, vieille et cornée, qu'il n'avait jamais vraiment regardée de près. On y voyait la jeune femme souriante, tenant dans ses bras un nourrisson. Derrière elle, flou mais reconnaissable, un homme. Il fallut quelques instants à Émile pour identifier les traits, mais il n'y avait plus de doute possible. C'était Lucien. Il sentit son souffle se couper. Ce n'était plus seulement une histoire de promesse, ni même d'adoption. Il était au cœur d'un mensonge ancien, tissé de peur, de silence et de violence, et une partie de lui craignait que la vérité qui approchait ne vienne tout changer. Car si Clara était bien sa fille, cela signifiait que son passé, qu'il croyait sous contrôle, avait été plus mêlé au destin de cet enfant qu'il n'aurait jamais imaginé. Les résultats du test arrivèrent par courrier sécurisé, dans une enveloppe sobre au logo du laboratoire. Émile la fixa longtemps avant de l'ouvrir, les doigts hésitants sur le rabat. Il savait que, dès cet instant, il n'y aurait plus de retour possible, que la vérité, si elle confirmait ses soupçons, bouleverserait à jamais les fondations de sa vie et de celle de Clara. Il brisa le sceau, lut ligne après ligne, et s'arrêta, figé, devant les mots qui changèrent. Tout. Compatibilité. 99,9%. Paternité confirmée. Clara était sa fille biologique,
Émile se laissa tomber dans le fauteuil de son bureau, les bras pendants. Le sol semblait vaciller sous ses pieds. Des années de doute, de silence, de distance. Elle avait toujours été là, juste sous ses yeux. Cet enfant qu'il avait recueilli, aimé, protégé, était le sang de son sang. Et il ne l'avait jamais su. Il ne pleura pas, mais une boule de douleur s'installa dans sa gorge, insoutenable. Il repensa au regard de la mère, cette nuit d'hiver, au désespoir dans sa voix. Elle avait su. Elle lui avait confié l'enfant sans rien dire, espérant sans doute qu'il finirait par comprendre, ou simplement qu'il serait un père, peu importe ce qu'il savait. Il prit la lettre, la relut. Elle ne laissait aucun doute. Clara était sa fille. Et maintenant, elle devait savoir. Il ne pouvait plus garder ce secret pour lui. Mais lorsqu'il monta à l'étage pour la chercher, sa chambre était vide, la fenêtre entr'ouverte, le lit parfaitement refait, aucune trace de bagages. Sur le bureau, une seule chose, une photo ancienne, une photo de sa mère, jeune, souriante, tenant Clara bébé dans ses bras. Et au dos, un billet griffonné d'une écriture qu'il reconnut aussitôt. « Tu avais promis de la protéger ». Ce fut comme un coup de poing. Émile s'effondra sur la chaise. Clara savait, ou peut-être soupçonnait-elle, mais elle avait choisi de partir, de fuir encore, comme si cette révélation, loin de la soulager, l'avait projetée dans une spirale d'angoisse. Il alerta immédiatement la police, engagea un détective privé, mobilisa ses contacts. Mais les heures passaient, puis les jours, et aucune nouvelle, aucune trace. Clara semblait s'être volatilisée. Céleste, en apprenant la nouvelle, resta un moment sans voix. Puis, elle s'enferma dans sa chambre. Ce ne fut que le soir qu'elle descendit, l'air plus déterminé que jamais. « Elle a peur, dit-elle simplement. Elle a toujours eu peur, pas de vous, d'elle-même. » Émile voulut parler, mais elle l'arrêta d'un geste. Elle ne voulait pas savoir. Parce que si vous étiez vraiment son père, alors tout changeait. Elle aurait dû revoir sa vie, ses souvenirs, sa souffrance. Elle se serait sentie trahie. Il baissa les yeux, accablé. Céleste s'approcha. Mais elle reviendra. Elle vous aime. Elle ne l'admet pas, mais elle vous aime comme un père. Vous avez été là, toujours. Émile leva lentement les yeux vers elle. Tu crois qu'elle me pardonnera? Un silence. Puis un léger hochement de tête. Elle vous a laissé cette photo pour une raison. Elle voulait que vous sachiez, que vous vous souveniez de votre promesse. Ce soir-là, Émile resta seul dans le salon, serrant la photo contre lui comme on tient un fragment de vérité dans un monde de silence. Clara n'était pas revenue. Les jours étaient devenus des semaines. La police n'avait aucun indice. Les recherches privées menées par Émile tournaient en rond. Et le silence de sa fille, maintenant qu'il savait qu'elle l'était, réellement, devenait plus insupportable que jamais. La maison semblait figée dans une attente douloureuse. Céleste, elle, restait calme, presque distante. Mais un matin, alors qu'Émile descendait à la cuisine, il la trouva déjà assise, les mains posées à plat sur la table, les yeux fixés sur lui. « Il faut que je vous dise tout. » Il s'arrêta net. Céleste ne parlait jamais de cette façon. Elle ne prenait jamais les devants. Elle l'invita à s'asseoir et lorsqu'il fut en face d'elle, elle commença à parler d'une voix claire, sans pause, comme si les mots avaient été rangés en elle depuis toujours. « Je vous ai dit que Clara et moi n'étions pas sœurs. C'est vrai, mais je ne vous ai pas dit pourquoi j'étais avec elle. » Elle regarda le sol puis reprit. « J'étais dans un foyer, très jeune. J'avais été abandonnée. La femme que vous avez rencontrée, celle qui nous a remises entre vos mains, elle venait souvent nous voir. Elle aidait les enfants, parlait, peu mais on l'aimait tous. Un jour elle m'a prise avec elle. Elle n'a jamais dit pourquoi moi, peut-être parce que je n'avais personne. » Elle ferma les yeux un instant. Clara était déjà là, bébé. Elle la tenait toujours, dans ses bras. Elle m'a dit, « Celle-là, il faudra la protéger, toujours. » Émile écoutait sans bouger, le cœur serré. J'ai compris bien plus tard ce qu'elle fuyait. Lucien. Il avait été proche d'elle. Elle l'aimait peut-être, ou croyait l'aimer. Mais quand elle a découvert ce qu'il était vraiment, il était trop tard. Clara était déjà née, et il ne voulait pas d'elle. Il voulait que ça disparaisse. La voix de Céleste tremblait légèrement à présent. Alors elle a fui. Elle a vécu dans la peur, elle changeait de ville, de nom. Elle disait que si Lucien la retrouvait, Clara ne serait jamais en sécurité. Elle plongea son regard dans celui d'Émile. «
Quand elle a appris pour vous, elle a eu un espoir. Elle vous connaissait de nom. Elle avait lu vos interviews. Elle savait que Lucien avait travaillé pour vous, mais elle vous croyait différent. Un silence. Puis, elle reprit plus doucement. Elle a pensé que si elle vous confiait Clara sans rien dire, vous la protégeriez. Que quelque chose en vous reconnaîtrait le lien. Elle m'a dit, il est son père même s'il ne le sait pas. Il comprendra. Les larmes montèrent aux yeux d'Émile. Et toi? Pourquoi être resté? Céleste haussa les épaules. Parce qu'elle me l'a demandé. Parce qu'elle savait que Clara aurait besoin de moi, que je serais sa sœur même sans lien de sang. Elle me disait, si tu restes, elle restera entière. Émile comprit alors toute la portée du sacrifice de cette femme. Elle n'avait pas seulement abandonné ses filles par désespoir, elle avait construit un dernier plan de survie, confié sa fille à l'homme qu'elle espérait capable d'amour, et donné à l'autre la mission silencieuse de veiller sur elle. Il serra la main de Céleste. « Tu as été plus qu'une sœur. » Elle répondit dans un souffle. « Je l'ai aimée comme telle. Je l'aime encore. » Et pour la première fois, Émile vit en Céleste non plus une ombre autour de Clara, mais une âme aussi blessée, aussi courageuse. Et il sut qu'il n'était pas seul à porter la promesse faite cette nuit-là. L'hiver s'était installé, de nouveau, presque exactement comme celui de cette nuit où Émile avait recueilli Clara et Céleste. La lumière des rues se reflétait sur la neige qui commençait à recouvrir Neuilly-sur-Seine, et dans la maison, un silence plus doux régnait. Mais dans le cœur d'Émile, une dernière pièce manquait encore au puzzle. Il lui restait une chose à faire, retrouver Clara, non seulement pour lui dire ce qu'il avait appris, mais pour lui remettre ce qui lui appartenait depuis toujours. Et le miracle se produisit. Une lettre arriva, sans nom d'expéditeur, sans adresse, juste son prénom Émile, écrit d'une main fine et penchée sur une enveloppe crème. À l'intérieur, une carte postale, une photo ancienne d'un parc enneigé. Derrière, un message bref, tu peux venir, je suis prête. Une adresse en Bretagne. Il partit le lendemain à l'aube, sans prévenir personne. La maison était petite, discrète face à la mer. Clara l'attendait sur le seuil. Elle avait l'air changé, non pas plus âgée, mais plus ancrée, plus réelle. Il n'y eut pas d'effusion. Aucun mot précipité. Ils se regardèrent longuement, comme s'ils réapprenaient à se reconnaître. Puis elle le fit entrer. À l'intérieur, tout était sobre. Un feu discret dans la cheminée, un fauteuil, un carnet posé sur la table basse. C'était celui de sa mère. Clara le lui tendit. « Tu dois lire la dernière page. » Elle n'y était pas. Céleste l'avait gardée. Émile ouvrit lentement le carnet, trouva une feuille pliée glissée entre les pages. Il la déplia et lut. La plume était tremblante, mais le message clair. Une confession. La mère de Clara racontait sa rencontre avec Lucien, sa peur, sa solitude, puis sa découverte de la grossesse. Elle expliquait comment elle avait appris, par un collègue, qu'Émile Duval pourrait être le père, après une nuit qu'elle n'avait jamais osé raconter. Elle avait douté, espéré, et finalement choisi d'agir. « Je n'ai jamais pu t'écrire franchement, Émile, mais je t'ai observé. J'ai su que tu étais capable de donner à Clara ce que je ne pourrais jamais offrir. Un avenir, une structure, une chance. J'ai trahi en ne te disant rien. Mais je t'ai fait confiance. Tu étais son père. De sang ou non, tu devais le devenir de cœur. Ne permets pas au passé de décider qui elle sera. Protège-la, même si tu ne sais pas comment. Aime-la, même si elle te repousse. Et surtout, n'oublie pas, elle est née d'un chaos, mais elle n'est pas le chaos. » Émile referma le carnet, les mains tremblantes. Clara l'observait sans un mot. Puis elle dit « Je l'ai détestée, longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait abandonné. Puis j'ai lu ça, et j'ai compris qu'elle avait fait ce qu'elle croyait juste. Elle m'a mise entre les mains de quelqu'un qui, malgré tout, m'a aimé. » Il s'approcha lentement. Elle ne recula pas. « Tu es ma fille, » dit-il, « et je t'ai aimé bien avant de le savoir. » Elle ne répondit pas, mais elle posa la main sur la sienne. Et pour la première fois, Émile sentit que cette promesse, faite dans le froid d'un hiver lointain, trouvait enfin son sens. Les mois qui suivirent leur retrouvaille furent d'une lenteur salvatrice. Ni Émile ni Clara ne cherchèrent à précipiter quoi que ce soit. Ils se voyaient régulièrement, parfois en Bretagne, parfois à Neuilly-sur-Seine,
dans cette maison qui avait été le théâtre de tant de silence. Céleste, toujours fidèle à son rôle de vigie discrète, fit le lien avec patience, s'assurant que les mots se tissaient sans brusquerie, que les regards apprenaient à se comprendre. Le printemps arriva avec une légèreté nouvelle, comme si la nature elle-même venait sceller le renouveau de leur relation. Clara, plus posée, parlait enfin de son enfance avec moins de colère. Elle racontait ses peurs, ses doutes, cette sensation constante d'être en équilibre sur un fil sans jamais savoir ce qui l'attendait de l'autre côté. Émile, lui, n'interrompait pas. Il écoutait. Et dans son silence, il réparait doucement. Un jour, dans le jardin de la villa, Clara demanda « Pourquoi n'as-tu jamais ouvert la lettre ?» Il resta un instant sans voix, puis répondit « J'avais peur. Peur de ce qu'elle allait me demander. Peur de découvrir que je n'étais pas l'homme qu'elle espérait. » Elle sourit un peu tristement. « Elle t'avait choisi même sans te le dire. » Cette phrase résonna en lui pendant longtemps. Il comprit alors que son acte d'amour n'avait pas été une erreur, ni une simple impulsion. C'était une transmission. Une confiance ultime, et à travers les douleurs et les secrets, cette confiance avait porté ses fruits. Clara décida de rester, pas en tant qu'enfant recueilli, ni en tant que fille retrouvée, mais comme une femme consciente de ses racines, prête à reconstruire à partir de ce qu'il restait. Elle reprit des études, trouva un appartement non loin, mais venait souvent dîner à la maison. Elle et Céleste, bien que différentes, restèrent unies. Le lien forgé dans la peur était devenu un choix, un amour libre de toute obligation de sang. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait derrière les arbres du jardin, Émile les observa toutes les deux rire à table, partager un souvenir d'enfance qu'il n'avait jamais connu. Il réalisa que le silence qui avait si longtemps habité sa maison avait cédé la place à une autre forme de calme, celle de la paix. Il leva son verre et dit simplement « Je suis fier de vous ». Les deux jeunes femmes échangèrent un regard. Céleste répondit en levant à son tour son verre. « Et nous, de toi ?» Le passé n'était pas effacé, mais il avait trouvé sa place. Les ombres de Lucien, les fuites, les secrets, tout cela formait désormais une toile lointaine sur laquelle se dessinaient de nouvelles couleurs. Émile avait compris que l'amour ne naît pas seulement des liens du sang, mais des gestes répétés, du soin quotidien, de la promesse tenue même dans le doute. Et cette promesse, celle faite dans le froid d'un hiver parisien, s'était réalisée au-delà de toutes les attentes. Il n'avait pas seulement protégé une enfant, il avait permis à une vie de s'épanouir, à une autre de guérir, et à lui-même, enfin, d'aimer sans peur.